Bonjour et bienvenue sur les chemins de la République pour un nouvel épisode des colporteurs du web. Un épisode aujourd'hui consacré à un fait d'histoire tragique, le génocide du peuple Tutsi, une cicatrice dans l'histoire. Ce génocide, commis en 1994 au Rwanda contre la minorité Tutsi, a fait environ 800 000 morts entre avril et juillet 1914, essentiellement parmi la minorité Tutsi, mais également les Hutus modérés. Ce génocide a diverses causes, nous allons en parler dans un instant avec notre invité, principalement l'accumulation de haine entre les castes Hutus et Tutsi au fil des années. C'est un héritage de l'administration coloniale auquel s'est greffé un enchaînement d'événements déclencheurs sur fond de stigmatisation de la population Tutsi. Je reçois aujourd'hui Jeanne Ouimbabazi. Merci d'être avec nous, Jeanne. Bonjour, merci pour votre invitation. Jeanne, tu es infirmière à Toulouse depuis 15 ans, mais tu es aussi un témoin de l'histoire puisque tu as vécu ce génocide. Tu es d'origine rwandaise et d'origine Tutsi. Tu avais 16 ans en 1994 à cette époque. Tu as été victime du génocide. Tu as été laissée pour morte. Tu vas nous raconter comment tu as traversé et surtout survécu à ce génocide. Tu as perdu la plus grande partie de ta famille dans ces événements. Et puis tu es aussi une passeuse de mémoire. Tu es très investie dans la mémoire et la transmission, principalement avec ton association, puisque tu es présidente également de l'association Diaspora Rwandaise de Toulouse. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'association et ses activités ? Oui, bien sûr. D'abord, merci pour votre invitation. Notre association, alors effectivement, je suis engagée pour porter cette mémoire depuis que j'ai quitté le Rwanda. Rapidement, je me suis rendu compte que, alors au début de façon intuitive, que cette histoire m'a dépassée et qu'il fallait que le monde sache, et qu'on était très peu à rester pour en parler. Donc rapidement, j'ai commencé à accepter de témoigner, que ce soit lors des colloques ou dans les lycées ou collèges, que je continue actuellement à aller si les profs me le demandent. Et ensuite, en 2006, on a commencé d'abord à créer une association qui s'appelait Union des jeunes rescapés pour le génocide contre les Tutsis. Donc ça, c'était en 2006, j'étais la présidente. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on a cessé cette association parce que les membres, la plupart, nous étions étudiants et certains ont quitté Toulouse. Ensuite, a été créée cette association Diaspora Rwandaise de Toulouse, pour laquelle je suis présidente. J'ai été vice-présidente en 2011 et ensuite, j'ai fait un pas de côté, j'ai laissé la place aux autres et je suis de nouveau présidente depuis 2018. D'accord. Alors, on voit bien un rôle, une volonté importante de transmission de cette histoire. C'est également l'objet de cet épisode des colporteurs du web. Pour comprendre ce qui s'est passé au Rwanda, il est très certainement indispensable de poser en préalable quelques éléments. Peut-être pour commencer, comment est répartie la population au Rwanda ? Alors, le Rwanda, semble-t-il, a été créé au milieu du XVIIe siècle. Et c'est une société, c'était une monarchie. Et donc, c'était le roi. Et c'était une société qui était construite sous forme de clans, plutôt. Donc, il y avait entre 18 et 38 clans. Et parmi ces clans, il y avait aussi des dominations Hutu et Tutsi. Mais c'était secondaire, ces nominations-là. Les termes Hutu et Tutsi renvoyaient plutôt sur les catégories socio-professionnelles ou sur des statuts, sur un statut social. Et c'est donc à l'arrivée des colons. Le Rwanda a été colonisé tour à tour par les Allemands des années 1894, me semble-t-il, jusqu'en
la Première Guerre mondiale, 1916. Ensuite, ça a été donc les Belges, lorsque l'Allemagne a perdu la guerre. Et les colons belges sont restés au Rwanda de 1916 jusqu'aux les années 60, où a eu lieu la décolonisation en question. Donc, c'est pendant cette période de colonisation où, en fait, il y a eu des pères blancs, je dirais plus, moi, des pseudo-scientifiques qui ont, pour comprendre, pour simplifier ce fonctionnement de la société rwandaise, ont plaqué leur idéologie presque raciste. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à voir dans les Tutsis des origines hamites. Alors, est-ce que justement, on peut parler de classification ethnique? Oui, bien sûr. Ils ont commencé à trouver chez les Tutsis donc une origine hamite. Ils disaient que c'était des Blancs qui seraient venus en Afrique, des Blancs hamites qui seraient venus en Afrique et qui se seraient, dégradés au contact de la population noire. Et ensuite, ces Hutus dont ils disaient, donc c'est des Bantous, dont tu trouvais que c'était peu intelligent, avec vraiment des stéréotypes racistes. Et tout cela a commencé vraiment à fonctionner. Donc, ils sont basés sur le physique des Tutsis. Ils sont grands, ils ont la peau claire. Et petit à petit, avec les colons belges, ils ont vraiment calqué cette vision raciste sur la population rwandaise qui ne fonctionnait pas du tout avec ces critères-là. Et c'est vraiment dans les années 30 où vraiment on s'est appuyé sur les Tutsis pour en faire une élite, pour favoriser leur accès aux écoles. Et les colons belges se sont appuyés sur les Tutsis pour coloniser le Rwanda tout en mettant les Hutus de côté. Voilà, ce qui donc évidemment a cristallisé les identités de part et d'autre, on va dire, avec un fait qui me semble intéressant de souligner, c'est que en 1945, donc sous la tutelle belge, a été mis en place un système bien particulier, puisque les colonisateurs belges ont mis en place une carte d'identité qui mentionnait l'ethnie pour les Tutsis, en tout cas, et donc cet usage de cartes a bien entendu favorisé l'émergence de tensions fortes ou encore plus fortes entre Hutus et Tutsis. Je trouve que c'est assez révélateur. En 1945, on sortait de la Seconde Guerre mondiale et avec la révélation des actes de barbarie perpétrés par les nazis, ça n'empêche pas, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, de pointer que dans tout génocide, il y a quand même des ingrédients ou des faits qui ont tendance à revenir, à commencer par cette classification ethnique que tu viens de nous résumer. Alors si on avance, on était en temps court, donc un peu plus dans le temps, il y a déjà une première guerre civile dans les années 50, la Toussaint rwandaise, c'est ça qui apparaît? En fait, vers les années 50, la population rwandaise a commencé à vouloir leur indépendance. C'est-à-dire qu'ils ont voulu, d'abord, cette élite Tutsi, ont commencé à vouloir être autonomes. Et puis, il y avait aussi une contre-élite Hutu qui avait aussi leurs revendications, qui ne supportaient pas d'être mis de côté par rapport à cette élite Tutsi qu'on a favorisée. Et donc, en 1959, il y a eu un soulèvement du peuple de cette élite Hutu et là où les colons, les Belges ont été quand même, on dit le mot diviser pour mieux régner, mais c'était exactement ça, c'est-à-dire qu'ils se sont retournés pour écarter les Tutsis et aller pousser les Hutus à se soulever contre les Tutsis, parce qu'il faut imaginer que depuis ces années-là, les Hutus aussi avaient emmagasiné une sorte de ressentiment envers les Tutsis, parce qu'ils étaient moins favorisés, parce que les colons avaient décidé de choisir une communauté plutôt que l'autre. Donc dans les années 59, en 59, les Hutus se sont soulevés en disant « Nous sommes le peuple majoritaire ». Et ce mot-là va poursuivre longtemps. Le peuple majoritaire, c'est à nous que doit revenir le pouvoir.
et les colons les ont soutenus en disant vous avez raison, vous êtes les plus nombreux dans le pays. Il faut savoir que 85% de Hutus à peu près, c'est ça. Voilà, il y avait 85% de Hutus et 14% de Tutsis et 1% de Tutsis. L'autre ethnique dont on parle très peu, mais qui existe au Rwanda. Très minoritaire. Donc, à partir de là, il y a eu des premiers massacres contre les Tutsis et premier départ vers les pays limitrophes en 59 et puis est proclamé l'indépendance en 62 avec le premier président Hutu du Rwanda qui valide cette thèse-là Hutu-Tutsi et qui va surfer sur ces idées racistes. Alors on va peut-être pouvoir le détailler, peut-être une précision. Les chiffres que j'ai trouvés, moi, c'est un exil en 59, donc de 300 000 Tutsis qui quittent le pays, qui quittent le Rwanda, c'est ça? Alors les chiffres, je ne les ai pas en tête. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé. Mais je sais qu'en tout cas, il y a eu un grand nombre de Tutsis qui sont partis. Et ça va continuer. Voilà, en 62, il y a d'autres départs, d'autres Tutsis tués dans le pays. Et commence comme ça les pogroms où, à partir de ce moment-là, on va stigmatiser les Tutsis. Et ce gouvernement Kayibanda, donc qui s'appelle le premier président rwandais, va surfer sur ces idées racistes instaurées par les colons et les pères blancs qui venaient évangéliser le Rwanda, en disant oui, effectivement, peut-être que ces Tutsis viennent d'ailleurs. Vous voyez ? Et ça, moi, de mes 16 ans, je vais continuer à l'entendre dans les années 90 en disant dans la récréation dans mon lycée, vous voulez qu'encore là, vous allez retourner chez vous. Alors effectivement, et alors peut-être pour vraiment illustrer, voir quels sont les mécanismes peut-être. Donc il y a quand même dans les années 60 que tu viens de citer, une indépendance politique du Rwanda. Donc on aurait pu peut-être s'attendre à ce que la situation s'apaise. Or, il n'en est rien puisque le nouveau président est président parce qu'il a réussi un coup d'État. Déjà, c'est pas arrivé tout simplement. Oui, alors du coup, après cette première république avec à sa tête le président Kayibanda, il se trouve qu'il y a des divisions, c'est même des Hutus, et que ça devient régional. Donc les Hutus du Nord, des Hutus du Sud. Et puis en 1973, il y a eu un coup d'État. Et le président Juvenal Habyarimana, prend le pouvoir à ce moment-là. Et il conquiert le pouvoir en disant unité, développement, et voilà, il souhaitait la paix dans le pays. Sauf que ce n'est pas cela qui s'est passé. Rapidement, on va se rendre compte que, en fait, il va toujours s'appuyer sur son peuple majoritaire pour instaurer les quotas, voilà, peut-être on aura le temps de développer, mais c'est comme ça que ça commence. Tout à fait, je voulais simplement qu'on prenne le temps de voir un peu comment ça se met en place, parce que vraiment, il me semble que c'est vraiment dans l'histoire du pays que tous les éléments qui ont causé ce génocide se sont mis en place. C'est pas une étincelle qui a jailli, enfin très certainement une étincelle, les événements déclencheurs que je citais en introduction, mais il y a vraiment tout un cheminement. Un cheminement, voilà. Il s'installe petit à petit. C'est insidieux. Ça commence d'abord par les mots, effectivement, et puis les gens ils finissent par croire qu'on est différent. Or, peut-être j'ai oublié de vous le dire, il faut savoir que les Hutus et les Tutsis parlent la même langue, ont la même religion, et c'est un seul peuple. Mais ils vont petit à petit intégrer que peut-être effectivement. Et puis après, il y a d'autres stéréotypes qui se rajoutent à ça en disant ça va être des gens méfiants, fourbes, puis leurs femmes manipulatrices avec leur beauté. On va jouer vraiment sur plusieurs critères et petit à petit, les gens, ils épousent ces thèses racistes et les autorités en place ne vont pas se priver d'appuyer sur ces idées racistes. Et là, on est toujours dans les années 70 et ce pouvoir en place. Comment
commence à parler de la menace Tutsi et met en place une politique discriminatoire. Là encore, il y a une constitution en 1978, je crois, qui, entre autres, reprend l'usage de la carte d'immatriculation ou la carte d'identité identitaire que j'évoquais précédemment, mis en place par les colons belges, et là, reprend ça. Donc une véritable politique discriminatoire qui se met en place, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il va mettre... comme, ils appelaient ça l'équilibre. Or, c'était tout sauf l'équilibre. C'est-à-dire qu'ils vont instaurer... ils vont faire en sorte que l'accès des Tutsis, que ce soit pour les écoles, que ce soit pour l'emploi, soit proportionnel à leur nombre. Donc 14%, et de faire en sorte qu'on ne dépasse pas ce quota. Donc, ce qui fait que nous, on n'aura pas accès aux écoles publiques, alors qu'on avait de bonnes notes. Ce qui fait que arbitrairement, on va empêcher un Tutsi d'exercer un emploi. Mais ce n'est pas dit comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'explication. On arrive, on voit les résultats après le bac ou bien avant, et on voit juste qu'il n'y a pas notre nom sur la liste. On a beau être, on a les 3 premières de la classe, il n'y a pas notre nom sur la liste et on n'a pas d'explication. Et il y a déjà des massacres dans certains établissements scolaires, c'est bien ça ? Il y a eu des massacres, il y a eu des Bagogwe qui ont été assassinés. Et en fait, il faut savoir aussi que dans les années 80, jusqu'à dans les années 90, il y avait aussi une crise politique, il y avait une crise économique. Et dès qu'il y avait un problème à l'intérieur du Rwanda, on rejouait la carte des ethnies et on faisait en sorte d'appuyer sur l'appartenance ethnique plutôt que l'appartenance nationale. On reproduit toujours ces schémas, enfin, c'est un peu ce que je cherche à mettre en évidence. On pourra très certainement le faire prochainement sur une table ronde à venir, mais effectivement, la politique des nazis était de chercher un équilibre politique en opposant les juifs, et là c'est en recherche effectivement un équilibre politique, ce que tu disais précédemment, contre les Tutsis, avec cette politique discriminatoire. Et en même temps, 1990, puisque tu nous as amené jusque-là, c'est l'émergence du FPR, du Front populaire rwandais. Oui, alors le Front patriotique rwandais rwandais est né des Tutsis de la diaspora. Certains étaient en Ouganda, au Zaïre, qu'on appelle à l'époque le Zaïre, le Congo, la RDC actuelle, et même dans les pays européens. Et ces Tutsis en exil ont toujours eu la volonté de revenir au Rwanda. Et sauf que le président rwandais refusait leur demande, en disant il n'y a pas assez de place pour tout le monde au Rwanda. Donc, dans les années 90, cette diaspora s'est constituée en Front patriotique rwandais avec une branche armée, le FPR, et qui a attaqué en 1990, octobre 90. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement rwandais considère tous les Tutsis, quasiment même de l'intérieur, comme les complices du FPR, et on va subir des pressions et des meurtres contre les Tutsis. Et voilà, et on continue cette propagande. Attention, ils vont tuer les Hutus, ils veulent prendre le pouvoir, et on fait monter cette haine anti-Tutsi de plus en plus. Dans les années 90, il y a aussi les médias de la haine qui se mettent en place. Il y a ce fameux journal Kangura qui arrive dans les années 90, très extrême, extrémiste, où il y a un numéro qui publie les 10 commandements de Barutu. Donc il faut savoir que dans le pays, au début, la haine de Tutsi n'était pas assumée publiquement. Et puis, passé ces années 90, on assume, le pouvoir en place assume, il crée ce journal où
à leur diffusion, on est stupéfait de voir qu'il y a les 10 commandements de Baruto. On dit il faut pas épouser les femmes Tutsis, il faut se méfier jusqu'à leurs enfants. Il y avait ces 10 commandements, j'avoue que je ne sais pas tous en tête, mais c'était juste effrayant de lire ça dans un journal. Et dans les années 92, me semble-t-il, 93, il y a une création d'une radio-télévision des Mille Collines qui a été vraiment un outil de propagande et d'encouragement pour le meurtre pendant le génocide. Alors, les Mille Collines, tout simplement parce que le Rwanda est également surnommé le pays des Mille Collines, d'où le nom de la tristement célèbre radio, puisque c'était vraiment l'outil de propagande. Là encore, on peut retrouver des parallèles avec la propagande menée par les nazis. Peut-être, avant de rentrer un peu plus en détail dans ce climat social, politique, plus que troublé, tourmenté, un mot, puisque c'est un fait qui revient dans l'actualité, on en parlera peut-être à la fin avec le rapport de la commission présidée par Vincent Duclerc. Il faut souligner qu'à cette époque-là, il y a une présence militaire française au Rwanda depuis 1990, enfin même plus avant, parce que je crois que les accords coopération militaire remontent à peu près à 1975, avec au début la formation de la gendarmerie, enfin une aide, etc. Et petit à petit, finalement, la France prend un rôle de plus en plus marqué dans le champ militaire. Oui, effectivement, la France décide d'être une alliée fidèle du gouvernement rwandais. Alors, au début, par les accords militaires signés, il me semble, dans les années 75, les accords de coopération au début. Et puis, en 90, ils sont vraiment... ils viennent prêter main forte à ce gouvernement, en les réarmant, en formant les militaires rwandais. Et ils vont être vraiment présents aux côtés de ce gouvernement à partir des années 90, puisque Mitterrand souhaitait garder le Rwanda comme un ancrage francophone dans les pays des Grands Lacs, contre cette invasion ougando-tutsi, ils appellent ça, c'est-à-dire qu'il avait une lecture complètement faussée de la réalité rwandaise, mais il n'a pas voulu en démordre de cette vision-là, et il va soutenir ce gouvernement jusqu'au bout, même jusqu'après le génocide. D'accord, donc c'est important de souligner, parce qu'effectivement, ce sont des choses qui sont développées de plus en plus ces jours-ci plutôt dans l'actualité, avec le retour du rapport Duclerc, puis on va en reparler. Donc pour revenir sur la situation au Rwanda dans les années 90, il y a un contexte de guerre civile, d'opposition très forte entre le pouvoir Hutu qui s'en prend effectivement aux Tutsis. Tu étais une adolescente à cette période. Quelle était ta situation, celle de ta famille? Comment tu as traversé la période? Alors, il faut savoir que oui, effectivement, comme on l'a évoqué précédemment, les Tutsis ont été stigmatisés. On vivait dans l'oppression. Depuis que je suis née, quasiment, j'ai toujours connu cette situation. Donc, par exemple, j'arrive à l'école primaire, le jour de la rentrée. Mon instituteur nous dit il faut vous lever, et les Hutus à gauche et les Tutsis à droite, parce qu'avec cette politique du quota, il fallait ficher chaque enfant qui rentre à l'école dès l'école primaire, de savoir si tu es Hutu et Tutsi. D'où la question de cet instituteur. Donc, il dit, les Tutsis, vous allez d'un côté, les Hutus de l'autre, les Tutsis également. Et puis, je vois quelques camarades qui se lèvent. Mais moi, je ne savais pas à 7 ans. Donc, on était quelques-uns quand même, à ne pas savoir 7 ans. Et il me dit, tu poses la question à tes parents, et le lendemain, tu me donnes la réponse. Je suis arrivée à la maison, c'est la première chose que j'ai dit à ma mère. Je dis, il faut que je sache et que je donne la réponse à l'instituteur le lendemain. Et là, je vois que ma mère, elle est fait... Il n'y a pas eu vraiment de réaction, mais
elle me répond sur le bout des lèvres, si tu reposes la question, tu dis que tu sais pas. Et là, c'est ça le climat dans lequel j'ai grandi. Et là, je comprends que, déjà, d'abord, je suis vexée parce que je me dis, on va se moquer de moi. Le lendemain, si je suis la seule à pas savoir, pourquoi je dois pas dire qui je suis. Mais, vous savez, les enfants, ils comprennent des choses, ils sentent les choses, mais je vois par le comportement de ma mère que c'est quelque chose de grave. Je comprends que je vais pas commencer à faire des scènes en disant je vais savoir. Je comprends dans sa façon de me le dire que c'est important de pas le dire. Et donc je dis rien effectivement à l'école. Et c'est dans ce climat-là que j'ai grandi en tant que Tutsi. Et effectivement, dans les années 90, effectivement, quand le FPR a attaqué, je me rappelle, j'avais 12-13 ans, les militaires qui arrivent, déjà ils avaient simulé une attaque dans Kigali la veille pour pouvoir arrêter les Tutsis. Donc ils avaient tiré en l'air toute la nuit la veille et le lendemain, ils avaient arrêté bon nombre de Tutsis dans Kigali et les opposants politiques. Donc ils arrivent chez nous. Sur le déroulement, peut-être en reprécisant aussi quel a été le fil déclencheur. Il y avait deux choses sur lesquelles je voulais revenir, si tu me le permets. C'est déjà, est-ce que la population en général était consciente des signes annonciateurs de ce qui allait se passer, c'est-à-dire le massacre et le génocide? Et est-ce que toi, tu avais conscience, en tant qu'adolescente, que c'était quand même dangereux d'être Tutsi au Rwanda? Oui, j'avais conscience, puisque, comme je vous dis, on vient chercher mon père dans les années 90, en militaire, escalade le portail, comme si on était dans un film de guerre. Enfin. Et il me prend la main, me dit montre-nous où ton père cache des armes. Mes parents étaient commerçants, mais j'avais l'impression d'être. Je me suis dit, mais de quoi on parle en fait? Et donc ils vont réveiller mon père et ils l'amènent, ils vont le mettre en prison pendant une semaine. Donc, en tant que Tutsi, on a 13 ans, on sait juste que c'est injuste, on sait que c'est pas vrai, on sait donc ils ont renversé tous les. Chez nous, tout a été renversé pour rechercher rien. En fait, c'était juste une mascarade pour amener les Tutsis en prison, les emprisonner, ou soit de les tuer d'ailleurs. Et mon père a eu de la chance. Et il reviendra, il ne dira pas ce qui s'est passé pendant cette semaine-là où il a été emprisonné. Et ce climat va monter de plus en plus. Au fur et à mesure que je vais grandir, ça va être irrespirable. Mais on va se dire, mes parents vont nous dire, vous gardez profil bas, quand vous sortez, vous ne faites pas remarquer, vous travaillez bien à l'école, c'est tout ce qu'on vous demande. Ne faites pas des histoires dès que vous quittez le domicile familial. Mais on sentait que les gens s'autorisaient de plus en plus de choses à notre égard. Mes parents étaient commerçants. Dans les années 92-93, les petits voyous qui étaient dans notre quartier s'autorisaient, dans ces années-là, à demander de l'argent à ma mère, comme ça, le soir, quand elle est fermée, sa boutique. Mais parce qu'ils se sentaient de plus en plus autorisés à faire ça. Et ma mère, elle leur donnait de l'argent pour acheter sa sécurité et la nôtre, par ailleurs. Et au fur et à mesure, à l'école, par exemple, il y a un camarade de classe, on discute. J'avais 15 ans. Et puis, c'était la période où on avait commencé à créer des milices interaméricaines, où il y avait aussi la création d'un parti politique très, très extrémiste. Et là, un camarade de classe m'a dit, au milieu de tout le monde, disant « Mais de toute façon, vous les Tutsis, vous allez retourner... non, les serpents, il nous appelait les serpents. Il dit « Vous, les serpents, vous allez retourner dans votre trou. » Et tout ça, on entend, mais on dit rien. On ne peut pas se plaindre. On peut pas... Et c'est ce climat-là dans lequel j'ai grandi. Après, au sein de ma famille, c'était du bonheur. Et mes parents se gardaient toujours de pas nous inculquer la haine. Jamais j'ai entendu mes parents parler des Hutus. Non, ils essayaient de nous dire de pas faire de bruit quand on était dehors et de travailler bien à l'école. Mais on va sentir au fur et à mesure, et on comprendra après coup le génocide, tout ce qu'ils étaient en train de se préparer encore, parce qu'on sentait ce climat délétère pour nous, mais on ne comprenait pas vraiment. Mais en fait, après coup, maintenant j'ai compris qu'ils étaient en train de préparer le génocide, que ces miliciens, ils étaient en train d'être formés pour commettre le génocide, et tout était en train de se mettre en place, ces médias de haine, pour commettre le génocide, tout de suite.
Alors effectivement, on voit bien un climat délétère entre vexation et plus tard exaction. Un fond de propagande, mille collines, des revues, etc., qui encouragent la population à aller encore plus dans l'exaction. Oui, et des meetings politiques aussi. En parallèle, il y a toute une machine de propagande et pour préparer les esprits qui se met en branle à partir des années 90. Et on arrive en 1994, un certain 6 avril, et là c'est l'éclatement, l'embrasement. Alors quel est l'événement déclencheur ? Donc tout est prêt pour commettre le génocide. Maintenant on est en train de le savoir avec ce qui sort dans les médias, et de plus en plus on parle de ce moment qui a déclenché l'avion du président qui a été abattu le 6 avril au soir, au retour d'Arusha, pour mettre en place, pour finaliser ces accords d'Arusha. Qui sont censés, mettre d'accord pour faire rapidement à la guerre civile. Voilà, et faire le multi... pour créer plusieurs partis politiques et de l'opposition, créer une opposition dans le pays et tout ça. Et ce que je comprends actuellement, c'est que cet avion a été abattu. Alors, ça reste à confirmer, il faudra qu'il y ait une enquête. Mais de plus en plus, on entend des gens qui expliquent que cet avion a été abattu par la branche la plus extrême des Hutus au pouvoir, qui ne voulait pas ces accords d'Arusha, et qui ont abattu cet avion pour démarrer le génocide. Donc, pendant longtemps, on nous a fait croire, parce qu'il y avait des discours négationnistes, que c'était le FPR qui avait fait ça, et que c'est pour ça que le génocide a commencé. Si on n'avait pas abattu cet avion, le génocide n'aurait pas eu lieu. C'est faux. Et donc, il démarre le génocide des Tutsis, le met en place, à partir du 6 avril au soir. Et là, les massacres commencent, un à grande échelle et deux de manière quasi immédiate. Lorsqu'on discutait l'autre jour, je t'ai posé la question de cette rapidité. Tu m'as dit que 30 minutes après l'annonce à la radio et à la télévision, les premiers massacres ont commencé, c'est bien ça? Ah oui, c'était immédiat. Immédiat, ils ont quadrillé le pays. On a commencé à entendre les radios qui mettent les musiques. Enfin, rapidement, tout le pays est quadrillé, on ne peut plus sortir, quitter du domicile, c'est impossible. Il y a des barrières partout. Et on commence à entendre des cris des gens le soir. Et très tôt le matin, voilà, le génocide à grande échelle commence. Alors les assassins, c'est l'armée rwandaise et des membres de la population. C'est l'armée rwandaise, c'est les milices qui ont été formées depuis quelques années. C'est la population civile, les Hutus qui sont mis en contribution, qu'on encourage toutes les heures de la journée sur ces radios et qui ont été aussi préparés par ces meetings extrémistes de ces autorités rwandaises à aller poursuivre, chasser où qu'il se trouve le Tutsi. Et là, on retrouve un fait commun entre les différents génocides, à nouveau, puisqu'il y a eu un recensement. En fait, les listes des personnes à tuer, à massacrer, étaient déjà prêtes. Oui, tout était prêt, en fait. Tout était prêt. Hein. Il y avait ces listes-là, d'abord, donc, dans le quartier. C'était un pouvoir très centralisé, donc les ordres descendaient vraiment de façon pyramidale, ça commençait haut et ça descendait au préfet, sous-préfet, bourgmestre, commune, les autorités locales, jusqu'à vraiment à aller à toucher toute la population, les gens qui font autorité, comme les instituteurs, les médecins, et tous ces gens, ils se coordonnent pour ratisser tout le pays. Et c'est pour ça qu'on dit que c'était un génocide de proximité, c'est que ils ont fait en sorte pour que aucun espace au Rwanda soit oublié. Ouais, tout à fait. Et alors comment toi-même et ta famille, bien sûr, avaient traversé ces événements? Le 6 avril, c'était une période où c'était donc les vacances de Pâques et on était à la maison. Le 6 avril, j'étais avec, il y avait ma grande sœur, une de mes grandes sœurs qui était on était à la maison.
Et il se trouve qu'on était en train de préparer un événement heureux qui est le baptême de ma petite nièce. C'est le premier petit enfant de la famille et nos parents, ils en étaient juste fous d'elle. Et donc, 3 jours après, normalement, le dimanche de Pâques, devait avoir lieu son baptême. Donc, ce jour-là, du 6 avril, on devait aller faire des achats pour ce baptême. Et il se trouve qu'il y avait mon oncle qui était passé par hasard chez nous, nous faire un coucou. Et moi, donc, normalement, à la base, je devais aller voir ma grande sœur pour l'aider à préparer ce baptême. Et voilà. Et je retarde un petit peu en disant, bon, je reste un petit peu avec mon oncle parce qu'on rigole bien avec lui. Et j'irai le lendemain chez ma grande sœur. Donc, eux, maintenant, ils sont plus là, je suis là. C'est le destin. Et donc, le 6 avril, le soir, l'employé de chez nous vient dire à mon père que l'avion du président, qui vient d'entendre à la radio, parce que nous, on dormait, que l'avion du président a été abattu et qu'on commence à ériger les barrières dans Kigali, mais sûrement dans le reste du pays. Mais nous, on habite à Kigali. Et là, on comprend que c'est quelque chose de très grave et que ça va être un peu compliqué encore pour les Tutsis. Mais on n'imaginait pas encore au moment où on l'a annoncé que ça allait être un génocide. On s'est dit, comme il y a eu des pogroms pour les Tutsis, ça va être encore la même chose. Qui va survivre, on ne sait pas. Mais donc, je pense que mes parents, ils n'arrivent pas à dormir. Nous, on tente de dormir. Et au petit matin, à 5 h du matin, mon père, il nous réveille en disant, vous quittez le domicile, vous habillez, vous quittez le domicile, il faut sortir de chez nous parce qu'effectivement, elle était sur la liste. Et que ça allait être notre tour, quoi. Et donc, on va juste chez ma tante et mon oncle, c'était nos voisins, avec mes cousins. On se cache avec eux, donc ma mère, ma sœur et mes cousins et leurs parents, dans une des maisons qu'ils étaient en train de construire, en disant, bon, comme c'est une maison inachevée, peut-être qu'on pourrait gagner du temps. Et mon père, il reste chez nous pour penser garder la maison. Et rapidement, il y a les militaires qui viennent devant le portail avec quelques miliciens et qui disent elle est où ta famille, qui demandent à mon père de présenter sa famille. Il essaie de gagner du temps en disant mais pourquoi vous les voulez? Et là, il lui laisse pas le temps, il lui tire une balle dans la tête et hop, ce groupe de militaires et de milices, on commence à entendre qu'il y a un groupe qui arrive en criant, là où s'approchant de la maison où on était. Et nous, pris de panique, on court, mais chacun de son côté, on s'éparpille. Et là, je ne sais pas où sont ma famille. Je suis le petit voisin, pareil, qui courait devant moi. Je vois qu'il court trop vite, donc je bifurque chez les premiers voisins qui étaient là. La première dame, elle m'arrête à travers sa porte, elle me dit... Non, on ne peut pas cacher l'enfant de l'ennemi. Et la deuxième, qui était... Parce que les maisons sont collées. Et la deuxième voisine me dit vous pouvez rentrer parce que je vous reconnais. Ma mère, donc, ouais, tenait la boutique de la maison, m'a fait grâce d'1 kilo de sucre. Donc, c'est ça qui m'a sauvé en tout cas un jour. Parce qu'il y avait les miliciens qui nous poursuivaient. Je passe l'après-midi là, et puis dans l'après-midi, ils reviennent. Ils viennent voir cette dame. Et ils disent, on sait que vous cachez la fille de Busiana ici. Tout le monde j'entends, ils disent que tout le monde a été tué chez moi, que je suis la seule et qu'il faut qu'ils me rendent. Elle dit, non, mais je vous assure, je ne peux pas cacher l'enfant de l'ennemi, vous le savez bien, j'ai personne. Ils repartent. Et puis... Dans la soirée, elle m'a dit ça devient trop dangereux et pour nous et pour toi. Il va falloir que tu pars le lendemain matin. C'est plus possible de te cacher. Tout en sachant que son mari, donc c'était Hutu cette famille, et son mari, j'étais cachée derrière une porte, par exemple, volée. Donc je pense que son mari allait commettre des tueries ailleurs. Et le lendemain, me prête un pagne, je pars. Et nous avions la chance, à l'époque on pensait que c'était une chance, d'habiter pas très loin d'une école officielle de Leto, où se trouvaient les Pères Blancs,
et où étaient installés depuis quelques mois les casques bleus. Donc je cours vers cette école. On était peut-être à 600 mètres ou 700 mètres de cette école, mais bon, en prenant des petits chemins, en se cachant, ça prend plus de temps, mais je suis rapidement arrivée. Les casques bleus m'ont voyant arriver, ils m'ont fait signe de rentrer à cette école. Et dans la journée au lendemain, ma mère, mes sœurs et la famille, sauf mon père évidemment, arrivent à cette école. On était un peu séparés parce qu'ils étaient de l'autre côté du terrain d'athlétisme, bref. Et on reste là pendant 3 jours et arrive le 11 avril. Et puis on voyait des allers-retours de ces casques bleus qui allaient chercher les Occidentaux dans les quartiers de Kigali, qui les regroupaient à cette école et puis qui les ramenaient au fur et à mesure vers l'aéroport pour les évacuer. Une fois qu'ils avaient fini ça, on voit j'ai vu de mes yeux le colonel Bagosora, qui est le cerveau du génocide, qui venait aussi à cette école et discutait avec le directeur de l'école, avec les casques bleus. Et puis il dit oui, ne vous inquiétez pas, on va s'occuper d'eux, on va leur donner à manger. Et puis on sentait ce jour-là, le 11 avril, une certaine nervosité des casques bleus, des pères blancs, tout le monde était tendu. Bon, ça pouvait se comprendre. Et vers 13h, ils commencent à charger leur camion. Ils mettent leurs affaires dedans. Ils nous disent, vous rentrez dans les classes, on va vous donner à manger, mais de façon très nerveux. Mais en fait, on comprend qu'ils sont en train de mettre leurs affaires dans leur camion pour partir. Et tout autour de cette école, il y avait des miliciens tout autour de cette école qui encerclaient l'école. De temps en temps, ils faisaient des attaques, mais ils étaient repoussés par les casques bleus. Il fallait presque leur présence suffisait pour pas que ces miliciens rentrent et les phares. Et nous étions à peu près peut-être plus de 2000 personnes dans cette école. Tous les jours, il y avait des gens qui arrivaient, des blessés, des enfants, des familles. Donc, ils chargent leur camion, ils s'en vont. Dans la panique, on s'interpose pour pas qu'ils partent, parce qu'on savait, eux aussi savaient. Et ils tirent en l'air pour nous effrayer, en fait, pour qu'on les laisse partir. Donc on se couche par terre, c'est le chaos. Et il y avait une Jeep française qui était arrivée en trombe et qui a pris le cortège, la tête du cortège de ce convoi des casques bleus. Et là, on les voit partir, ils s'en vont. Et ils nous ont abandonnés. Les forces militaires françaises, alors c'est peut-être là où cette proximité aussi qu'on soulignait précédemment avec les forces armées rwandaises dont ils avaient fait la formation, ils se connaissaient pour beaucoup. Mais en tout cas, il y a une décision politique, c'est que les forces françaises partent et laissent la population aux prises avec ce massacre. Là, les militaires français, c'était arrivé le 8 avril. C'était l'opération Amaryllis. C'était arrivé pour évacuer les Occidentaux et les Européens. Et ensuite, il y avait les minoirs, donc les casques bleus, qui étaient là depuis quelques mois pour faire assistance à l'application des accords d'Arusha. Et qui, eux, le Conseil de sécurité a voté leur retrait dès que le génocide a commencé, puisqu'il y avait eu aussi, il faut que peut-être le dire, c'est que le 8 avril, me semble-t-il, ou le 7 même, le 7, il y avait la première ministre, qui était une femme de l'opposition, a été assassinée avec les 10 casques bleus belges qui assuraient sa sécurité. Donc, à partir de cet événement, le Conseil de sécurité à l'ONU vote le retrait des casques bleus qui étaient sur place, les seuls qui restaient sur place et les seuls qui pouvaient arrêter, sauver les Tutsis. On leur dit rentrez. Ils rentrent. Et voilà, on sait maintenant la suite. Donc, D'accord, donc on voit bien que là encore, la communauté internationale finalement n'intervient pas. Il y a cette fameuse opération turquoise. Alors le temps nous est compté, on ne peut pas tout développer.
pour autant, tu es blessé, laissé pour morte, recueilli par un militaire du FPR, un membre du FPR qui te sauve, et tu finis par être évacué par Médecins du Monde pour être évacué en France, c'est ça? Oui, donc le génocide dure jusqu'à début juillet. Ils sont d'une efficacité redoutable. Effectivement, à partir de cette école, ils nous amènent à un endroit où je suis blessée. C'est là où je perds la plupart des membres de ma famille, et les voisins, les amis, etc. Et heureusement, les militaires du FPR arrivent dans les jours qui suivent, au départ des minoirs, des casques bleus à Kigali, à Kichukiro on était, et c'est eux qui nous sauvent. En fait, c'est le FPR qui a sauvé le peu de rescapés qui sont là, et qui a arrêté le génocide tout en faisant le combat contre les phares, cette armée rwandaise génocidaire. Et donc, la France revient au Rwanda par cette opération turquoise, une opération militaire, et qui aura une partie humanitaire. Cette partie humanitaire, donc ça c'était fin juin, va permettre... Comment ? C'est un mandat de l'ONU. Voilà, ils ont obtenu effectivement le mandat de l'ONU de venir au Rwanda, présenté comme une opération humanitaire, mais on sait maintenant qu'ils sont arrivés quand même assez armés pour une mission humanitaire. Donc, ils font cette zone humanitaire, et il se trouve pour les réfugiés. Mais il se trouve que ces réfugiés-là, c'était en somme, donc on est fin juin, donc c'était la fin du génocide. L'armée rwandaise était en déroute. Le FPR était en train de gagner le combat et de conquérir le pays. Et donc cette zone humanitaire va finalement servir vers le Zaïre, au départ des génocidaires et de ce gouvernement qui avait été formé pendant le génocidaire, des têtes pensantes du génocide. Ils vont les servir à les évacuer jusqu'au Zaïre, sans qu'ils soient inquiétés et sans qu'on cette armée française les arrête. Alors, on va en venir aux questions de responsabilité et de justice. Le génocide prend fin le 4 juillet. Le FPR prend Kigali, s'empare de la ville, prend le pouvoir. À ce moment-là, 800 000 personnes ont été massacrées en 3 mois. Il y a un exode effectivement également de Hutus qui vont s'enfuir parce qu'effectivement ils fuient leurs responsabilités. Alors je suis obligé de faire un grand trait, mais et à la fin de l'année, vers le mois de novembre, c'est le moment où toi tu es déjà arrivé en France, l'ONU crée un tribunal pénal international pour le Rwanda, le fameux TPIR, à Arusha justement. Arusha, on l'a pas dit, c'est en Tanzanie, c'est un pays limitrophe, effectivement. Et il faudra 4 ou 5 ans pour que les premières peines, les premiers jugements puissent intervenir avec des peines de réclusion en perpétuité pour certains génocidaires, voilà, et avec quand même un fait intéressant incluant également le viol et les violences sexuelles dans les actes de génocide. Et à ma connaissance, c'est le premier acte de reconnaissance du génocide. Est-ce que la bataille pour la justice est terminée aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? J'aimerais bien vous dire par oui, mais on en est bien loin, très loin. Pour parler de la France, en 27 ans, il y a eu 3 procès. 3 procès en 27 ans. Et pourtant, la France est devenue, après le génocide, rapidement une terre d'asile pour les gros cerveaux du génocide. Il faut quand même rappeler que tout le monde est parti au Rwanda, les Salés Tutsis, mais la France, donc sous les ordres de Mitterrand, si j'ai bien compris, a rapatrié, avec les ressortissants français, la veuve et la famille et sa famille, la veuve du président Habyarimana, dont on dit qu'il est poursuivi pour être celle qui a
aussi préparé ce génocide avec sa famille proche, la Kazou, on disait la Kazou, c'est-à-dire ses frères et ses beaux-frères. Et voilà que cette dame a fait partie des gens qui ont été évacués par la France et sa famille, et qui se trouvent encore actuellement dans la région parisienne, à l'Essonne. C'est la seule réfugiée que nous connaissons qui est sans statut, c'est-à-dire que on lui a pas accordé le statut d'asile politique, mais on refuse aussi de l'extrader au Rwanda. Et ça fait 27 ans. Il y a eu beaucoup de refus d'extradition, finalement. Oui, mais celle-là est révélateur et problématique. Elle est évacuée, elle se retrouve sans papier, et c'est la seule sans papier connue qui est tranquille en France depuis 27 ans. Alors, et avec un dossier, il y a une association qui s'appelle Collectif pour les parties civiles sur le Rwanda, qui poursuivent les présumés génocidaires, qui a déjà engagé qui a porté plainte contre elle depuis des années, et il ne se passe rien. Donc je disais qu'il y a trois plaintes, trois procès seulement. Actuellement, il y a environ 25 dossiers, des dossiers sur le bureau des juges d'instruction, 25. Et le temps passe, et ces présumés génocidaires vieillissent. Les témoins et notre mémoire aussi, nous vieillissons. Il est urgent de donner les moyens à la justice de faire justice, puisqu'ils ont la compétence internationale pour faire ces procès. Ça a déjà eu lieu 3 fois, donc on peut continuer. Et il y a une classification de génocide, donc qui donne tout pouvoir au tribunal international. Oui, bien sûr. Mais il faut le faire maintenant, parce que je crains que ces gens-là meurent en étant présumés innocents. Alors justement, on va arriver sur la fin de cet entretien. Je suis absolument navré qu'on n'ait pas plus de temps pour le développer, mais on va se retrouver très bientôt sur un autre format. On aura, je pense, beaucoup plus de temps. On a cité le rapport Duclerc, donc je vais quand même en dire quelques mots. Le rapport de la commission Duclerc, présidée par Vincent Duclerc, une commission d'historiens qui a analysé la responsabilité politique militaire de la France à plusieurs niveaux, et qui, en fait, pour faire court, pointe d'une part un aveuglement continu dans le soutien au régime corrompu et raciste du Rwanda durant cette période que nous a évoqué Jeanne, une lecture ethniciste alignée sur celle du pouvoir rwandais, donc c'est pas trop la lecture ethniciste de la France, mais c'est surtout son alignement et son aveuglement par rapport à la politique rwandaise. Et puis un fonctionnement institutionnel qui rendait difficile toute vision critique dans la chaîne de prise de décision, ce qui explique très certainement le fait pointé par Jeanne tout à l'heure, qu'à un moment donné, les forces militaires françaises s'en vont, alors que peut-être qu'elles auraient pu arrêter ce qui était en train de se passer. On a parlé de cette question de la justice. Le rapport que je cite, lui, n'avait vocation qu'à analyser le rôle de la France, bien entendu, pas des génocidaires. Est-ce que tu penses que le travail de mémoire et de transmission qui est fait actuellement soit suffisant autour de ce génocide, en France notamment? J'ai l'impression que le travail de mémoire, il est jamais achevé, et que j'ai l'impression qu'il doit continuer dans le temps, et pour toucher des générations futures qui n'ont pas connu ce génocide-là. Maintenant, on est 27 ans après, il y a une nouvelle génération qui n'a pas connu ce génocide-là. Et il n'est pas contemporain de ce génocide. Après, ce rapport de Vincent Duclerc, il est important dans le fait qu'il a mis la lumière sur le rôle de la France, qu'il a été documenté scientifiquement par des chercheurs reconnus. Et bon, nous connaissions, nous, un certain nombre de faits, mais il nous permet de faire un pas et d'arrêter cette négation autour du génocide des Tutsis. Ce rapport, il a le mérite de dire les choses. Il a parlé de responsabilités lourdes et accablantes pour la France. Maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est-à-dire est-ce qu'on va continuer perpétuellement à dire c'est un pas en avant,
on va ouvrir les archives, on va ouvrir d'autres archives dans 5 ans, on va dire c'est très bien. Oui, c'est important. Il a fait quelque chose d'assez important comme travail, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si on parle de responsabilité, quels sont les responsables et est-ce que ces responsables vont être traduits devant la justice? Et nous, en tant que rescapés, nous ne pouvons pas commencer le travail de deuil si on est toujours dans cette ambiguïté. Là, ce rapport, il est très bien, mais on parle d'aveuglement. Vous voyez, on ne peut pas parler d'aveuglement pour le cas du Rwanda. Ils ont été, l'autorité rwandaise, les gens proches de l'Élysée, de Mitterrand, de cet état-major particulier, ont été informés depuis 1993 du risque de génocide. Il y a un général Jean Varret qui lui-même a informé, puisqu'il était le formateur de l'armée rwandaise à l'époque, qui a informé l'Élysée et les hauts grades avec qui il travaillait en disant on sait qu'il se prépare un génocide contre les Tutsis en 93, fin 93. Au lieu de l'écouter, on l'a écarté. Les renseignements généraux ont informé du risque génocidaire, les associations de droits de l'homme ont informé, et pourtant, ils ont continué. Donc on ne peut pas parler d'aveuglement, à mon sens. Pour moi, je dirais que c'est plutôt un choix. C'est peut-être un échange que tu pourras avoir directement avec Vincent Duclerc, puisque j'en profite pour l'annoncer, le 24 avril prochain, nous aurons une table ronde au conseil départemental, toujours sous version streamée vidéo, bien entendu, de par le contexte des raisons sanitaires, consacrée à la mémoire des génocides du XXe siècle. Nous allons y parler avec Vincent Duclerc, Raymond Kevorkian, Maurice Lugassi du Mémorial de la Shoah et Jeanne Wimbabazi, des 3 génocides que sont le génocide arménien, la Shoah et le génocide des Tutsis. Et Vincent Duclerc sera parmi nous. Peut-être pour conclure cet échange trop court, et avant de te remercier d'avoir pris le temps dans ta vie de militante, mais également d'infirmière et de maman, d'avoir pris le temps de nous rejoindre, tu as dit quelque chose que j'ai pointé. Ce que j'ai vécu ne m'appartient pas à moi, ni seulement à tous ceux qui l'ont vécu. J'ai été victime d'un crime contre l'humanité. Donc l'humanité doit savoir. C'est essentiel pour toi? Oui, c'est essentiel parce que si on ne s'intéresse pas à l'autre, l'autre c'est nous. C'est-à-dire que il me semble essentiel que les gens doivent savoir ce qui se passe et ce qu'on fait à leur nom aussi. Et que depuis le temps que je parle de ce génocide, que je témoigne, je vois bien que les gens, ils veulent savoir, ils veulent comprendre et que je veux dire, c'est un devoir pour moi, mais ce que je disais, c'est une responsabilité et puis ça permet peut-être d'avoir une autre lecture sur les montées de racisme dans ces sociétés ici aussi, parce que le mécanisme de la haine et tout ça, parfois il y a des similitudes. Je dis pas que tout ce racisme mène au génocide, mais il y a des similitudes. Il y a des similitudes dans la façon de mécanisme qui mène à la haine et à l'exclusion de l'autre. On commence d'abord à dire... c'est d'abord par les mots, on commence à dire... Il y a quelque chose qui est assez incroyable, c'est quand on commence à dire eux et nous, ça commence à être problématique. Et je pense que mon témoignage, c'est juste pour dire à ceux qui veulent bien entendre qu'il faut être vigilant par rapport à ça et que l'humanité, effectivement, on doit respecter aussi l'humanité qui est en soi, en nous. Et c'est le respecter que de demander des comptes aux gens qui ont fait des choses en notre nom. C'est un devoir de respect de l'humanité. C'est une condition pour effectivement, très certainement, le deuil, la justice bien évidemment, mais peut-être également la question de la réconciliation, qu'on n'aura pas forcément le temps d'évoquer ici. On a essayé modestement avec cet épisode des colporteurs du web de donner quelques clés de lecture au travers de ce témoignage que je te remercie d'avoir fait, parce que je pense que 27 ans après, c'est toujours aussi douloureux pour toi, donc merci d'avoir fait confiance déjà au chemin de la République, d'être avec nous. Merci doublement d'être avec nous très prochainement, puisqu'on va continuer à parler
de ce génocide Tutsi, parce qu'effectivement c'est important d'en comprendre les mécanismes, et avec toujours peut-être l'espoir de ne pas voir se reproduire de tels événements. La conclusion que j'ai envie de faire, je ne fais pas souvent des citations, on l'a évoqué l'autre jour en discutant, donc je reviens dessus. Il y a un monsieur qui s'appelle Bertolt Brecht, qui était exilé en 1941 en Finlande pour fuir le régime nazi. C'était un lanceur d'alerte, puisque lui aussi avait prédit ce qui allait se passer, et qui a dit: les peuples en ont eu raison, mais il ne faut pas chanter victoire, il est encore trop tôt, le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde. Il parlait de la Shoah, mais je pense que ça peut également se transposer sur le génocide Tutsi. Donc merci Jeanne Ouambabazi d'avoir été avec nous. Merci à vous tous et à très bientôt sur les chemins de la République. Merci.